Monsieur le doyen, chers diplômés, chères étudiantes et étudiants, chers panélistes, chers collègues et chers invités, bonsoir et bienvenue à la 5e conférence de la série Les grandes rencontres de la Faculté de l'apprentissage continu. Un moment d'échange où plusieurs thèmes et enjeux d'actualité au cœur de la mission de notre faculté sont abordés par la grande communauté de diplômés de l'Université de Montréal. J'invite tout d'abord M. Jean-Pierre Marquis, vice-doyen aux études, secrétaire de faculté et membre du comité de la décolonisation, réconciliation et autochtonisation, à prendre la parole pour la déclaration de reconnaissance des territoires autochtones. Merci Marianne, bonsoir tout le monde. Donc, au nom de la faculté, je voudrais commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons. J'exprime aussi mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur, et reconnais la contribution des peuples autochtones à la culture et la société québécoise. Sur ce, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Marquis. Alors, je me présente, Marianne Laberge-Leduc, directrice des communications et du marketing, également diplômée de notre chère et grande faculté. Ce soir, nous avons le plaisir de valoriser l'apport et le parcours professionnel de l'une de nos personnes diplômées, Madame Julie Bourbonnière, présidente de C4 Communication, une agence de relations publiques. Engagée envers la réussite et la persévérance scolaire, C4 Communication a mis sur pied une bourse annuelle de 2 500 $ qui vise à soutenir les étudiantes et étudiants de la faculté qui font preuve d'une persévérance exceptionnelle dans leur parcours universitaire. Cette bourse s'adresse particulièrement à celles et ceux qui aspirent à poursuivre une carrière dans le monde de la communication, des relations publiques, de la publicité et du marketing. Ce soir, nous sommes très fiers de souligner la première lauréate de cette bourse, Mme Fatna Aya, qui est ici avec nous ce soir et qui est tout fraîchement boursière depuis le 17 mars dernier. Toutes nos félicitations. La faculté se joint également à moi afin de remercier Mme Bourbonnière et C4 Communication pour votre générosité et votre engagement envers la réussite de notre communauté étudiante. Merci beaucoup. J'invite maintenant l'animatrice et modératrice, Mme Dominique Villemer, chargée de cours au certificat de communication et relations publiques, également triple diplômée de notre faculté, à prendre la parole et lancer la 5e conférence qui nous rassemble, Bâtir une culture de communication durable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bonsoir, merci beaucoup. Je suis très excitée pour moi d'être ici ce soir, très contente. Alors, bonsoir, bienvenue officiellement à cette conférence. Et en fait, dans un contexte où les organisations évoluent vite, où les besoins et les attentes en matière de transparence et d'authenticité évoluent vite également, la communication n'est plus qu'un simple outil, elle devient une compétence organisationnelle stratégique. Nous allons explorer ce soir comment bâtir une culture de communication durable capable d'aligner les parties prenantes, plus spécifiquement en fait les employés, les clients, les donateurs autour d'une même vision. C'est sûr que nous pourrions discuter des heures autour de cette thématique-là. Ce soir, nous allons la survoler avec 3 communicateurs chevronnés qu'on a ici ce soir et que je vous présente rapidement. Donc, Mme Julie Bourbonnière, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais oui. Donc, experte en stratégie de communication intégrée en rayonnement organisationnel. Bonsoir, Julie. Merci. Au centre, on a M. Jean-Nicolas Marziali, qui est vice-président Québec chez Global Philanthropic Canada, spécialiste en philanthropie stratégique et en mobilisation de donateurs. Et finalement, Mme Marie-Michelle Nadon, qui est conseillère en communication conseillère en communication interne et experte en gestion de la transformation organisationnelle chez C4 Communication. Mesdames, Messieurs les panélistes, merci d'être là et débutons. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la discussion autour de la culture de communication qui, pour moi, est peut-être, certains d'entre vous, un concept qui est relativement intangible. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous demander à tour de rôle de nous résumer en une petite minute
C'est quoi, en fait, une culture de communication concrètement? Donc, Julie, on commence avec toi. Oui. Bien, une culture de communication, bien entendu, c'est une communauté de valeurs, de pratiques. Je dis bien entendu, pour nous, les communicateurs, c'est assez simple de le définir, mais c'est tout ce qui permet à une organisation d'être connue, reconnue, de mobiliser. Donc, c'est ces valeurs à l'interne qui donnent envie à son équipe, non seulement de parler à l'extérieur, mais entre eux, avec leurs donateurs, avec leurs parties prenantes, s'assurer que l'organisation rayonne. Et puis, ce type de culture-là, ça naît pas comme ça spontanément. Ça prend du travail en général, ça prend de la volonté également, des dirigeants qui savent communiquer aussi. Donc, si on revient à ce que vous disiez précédemment, c'est vraiment une grande compétence dans les années récentes qui doivent être développées par les gestionnaires, les professionnels dans tous les domaines pour se faire comprendre et influencer. Absolument. Bien, en fait, je partage ce point de vue de votre côté, Jean-Nicolas. Oui, ben, pour les organisations à but non lucratif, ça c'est plus ma spécialité. C'est sûr que ça se ressemble beaucoup là, dans une organisation privée à but lucratif aussi. Mais pour les organisations à but non lucratif, c'est certain que c'est central, que ce soit à l'interne ou à l'externe, là, les communications, la transparence, la façon dont l'équipe va gérer justement la qualité des communications et aussi les aspects communicationnels qui font en sorte que, soit à l'interne ou à l'externe, nos objectifs sont atteints. Moi, je travaille depuis 30 ans dans le secteur et quand on est capable d'établir des objectifs clairs avec une planification en conséquence, la culture communicationnelle est essentielle pour diffuser ces objectifs-là, mettre en place des plans d'action, travailler en équipe, gérer des équipes adéquatement. Fait que la capacité à avoir un réflexe de communication à l'interne qui va être optimal, c'est certain que ça se transparaît à l'externe par la suite quand que le message ou les communications externes doivent ressortir à l'externe. Fait que c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis un gestionnaire à prime abord. Je ne suis pas un expert en communication. J'ai fait beaucoup de communication et j'ai travaillé avec beaucoup d'experts en communication, comme vous pouvez comprendre. Convaincre des gens de donner et de redonner, ben, il faut communiquer. Et on appelle ça l'aspect centré sur le donateur. Et ça part de l'interne de l'organisation. C'est une culture que l'organisation doit avoir pour après ça transmettre cet aspect-là à ses donateurs et ses publics cibles. Oui, absolument. En culture de communication, on le voit ici pour OBNL, mais culture de communication, en fait, ça s'applique pour tous les types d'organisations. Marie-Michel, complément d'information? Oui, je vais prendre la balle au bon en disant qu'il faut que ça commence à l'interne. Souvent, l'interne, c'est le berceau. C'est de là que ça part. Si la personne est convaincue, elle va pouvoir convaincre. Je dis souvent que la culture en com interne, c'est un peu l'écart entre ce que tu dis à ton boss puis ce que tu dis de ton boss. Dans un monde idéal, ces deux choses-là devraient être un par-dessus l'autre. Si on a la transparence, la cohérence, ça devrait être un endroit sécuritaire où tout le monde s'exprime, puis on est capable de travailler ensemble vers les mêmes objectifs. Bon, vous avez tous des expériences de travail ici. Est-ce que vous avez toujours vu ça un par-dessus l'autre? Dans certains contextes, c'est complexe, c'est pas toujours facile. Oui, Madame Derrière a dit, des fois, c'est loin. Exactement. Alors, pour avoir une bonne culture de communication à l'interne, moi, je dis que ça prend d'abord de l'intention. Il faut ensuite avoir les compétences de gestion. Ça ne prend pas instantanément. Puis c'est pas parce que tout le monde dit « je sais parler, je sais écrire » qu'ils communiquent nécessairement bien. Donc, il faut aller un petit peu plus loin puis leur donner les compétences. Puis ensuite, évidemment, la rétroaction, parce que c'est là qu'on va réussir à connecter tout. La base va nous donner ce dont on a besoin pour avancer. Il n'y a personne qui connaît la business comme les employés. Donc, pour aller vers les autres, vers, disons, un donateur, vers un client, ça prend quelqu'un qui y croit fermement. Puis c'est pour ça que je dis que ça part de l'interne, de ce premier contact-là qu'on fait en disant « voici notre engagement de communication ». Je crois aussi en ça. En fait, c'est la famille d'abord. Hein, on peut comparer les employés, nos parties prenantes internes à la famille. Mais c'est la responsabilité de qui, ça, la culture de communication? Est-ce qu'on peut confiner ça à un seul secteur? Est-ce que c'est nous, les communicateurs, qui sont responsables de cette culture de communication-là? C'est qui est responsable de ça? Bien,
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont responsables de ça. En fait, c'est que ça doit devenir une fonction dans une organisation. La com n'appartient pas qu'à une seule personne. Et très souvent, la communication interne est grandement négligée par rapport à la communication externe qui est vue comme plus ludique, intéressante, rayonnante, qui vient flatter l'ego des gens. Mais trop souvent, il se passe des nouvelles, puis on les annonce, puis l'équipe n'est même pas au courant. Ça peut créer des frustrations, ça peut créer des situations difficiles, par exemple. Puis, il faut qu'il y ait cette fonction qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle, qu'on pense à tous nos publics à qui on doit communiquer, qui doit le communiquer également. Il n'y a pas juste une personne qui communique dans une organisation, que ce soit à l'interne, à l'externe, avec le conseil d'administration. Nous, on travaille aussi beaucoup avec des organismes à but non lucratif, des fondations. Puis très souvent, ils font des communiqués de presse. Puis là, on dit « OK, l'avez-vous envoyé à vos membres de CA? L'avez-vous envoyé à vos donateurs avant de le sortir sur un fil de presse ou du moins en même temps? Ah oui, c'est vrai. On veut toujours aller chercher du nouveau, mais il faut tout d'abord satisfaire et communiquer avec ceux qui nous appuient déjà dans une organisation ou même à l'extérieur de l'organisation. Et probablement aussi pour les outiller. Hein? On a besoin d'eux pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'organisation. Jean-Nicolas, tu as parlé tout à l'heure, tu n'es pas un expert en communication, mais tu es gestionnaire. Et donc, on a besoin des gestionnaires qui ont des habiletés de communicateurs. On a besoin d'eux. Donc, est-ce que tu partages cet avis-là? Oui, bien, c'est le leadership. C'est un aspect de leadership pour un gestionnaire, effectivement, d'être capable d'optimiser sa capacité de communiquer avec son équipe. Ça soit pour la vision. Hein, des fois, quand on développe un plan stratégique, là, il faut partager cette vision-là, il faut la communiquer, il faut que les gens puissent l'épouser. Puis après ça, les gens participent à créer certains aspects de cette planification stratégique-là avec beaucoup plus d'entrain. Fait que c'est un élément qui est essentiel pour un gestionnaire parce qu'il gère des équipes. Il doit communiquer adéquatement. Rétroaction, c'est aussi très important parce que la rétroaction permet justement de ne pas créer de frustration des deux côtés. Mm-hmm. Et ça, d'avoir des rencontres un à un, des fois, la communication la plus optimale, vous le savez, c'est les rencontres face à face, des fois seul avec un individu. Mais d'avoir aussi des processus internes permanents avec des moyens de communiquer, comme Julie le disait, que ce soit des nouvelles d'avance ou que ce soit des informations importantes que l'équipe doit comprendre avant qu'on puisse la communiquer à l'externe. Ça, c'est des éléments essentiels. Fait que oui, au niveau de la planification, un gestionnaire ne veut pas, puis au niveau de l'exécution du plan par la suite, c'est un élément essentiel. Merci, Jean-Nicolas. Marie-Michel, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut outiller nos gestionnaires si jamais ce n'est pas la force de tous nos gestionnaires, la communication? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme communicateurs, pour aider, pour outiller nos gestionnaires? On peut-tu faire ça? Définitivement. Puis l'exemple que j'aime donner, c'est moi, je suis une personne de terrain. J'aime ça aller à la rencontre des gens, voir où ils sont. Souvent, les outils qui ont été déployés pour des politiques internes, genre santé-sécurité, sont très clairs. Si tu vois quelque chose, arrête, dis-le. Laisse pas traîner un risque qui pourrait porter atteinte à quelqu'un d'autre. C'est souvent acquis dans plein d'entreprises. Et là, on arrive et on se dit, pourquoi on ne traiterait pas quelque chose comme la communication de la même façon? Pourquoi ce n'est pas clair dès le début? Donc, ça peut être même au niveau de la dotation, l'embauche et le développement, la formation en continu. C'est important que ça soit partagé, la responsabilité, et que ça ne soit pas seulement « on m'a dit de vous dire ». Parce que, justement, c'est au moment où il va y avoir une véritable adhésion de l'équipe de gestion, je dirais l'ensemble des gestionnaires, vers un but commun, qu'ensuite, ils vont se mettre dans la responsabilité de toujours avoir ce type de comportement-là, d'être à l'écoute, comme Jean-Nicolas le disait, puis d'aller au-devant de leur perception ou qu'est-ce qu'ils peuvent avoir entendu pour trouver des solutions. Alors, est-ce qu'on peut les outiller? Oui, absolument, en créant des espaces où ils peuvent s'exprimer, en leur posant la question, en leur donnant des outils vraiment très concrets, par exemple, pour remonter l'information, puis pour avoir le sentiment de prendre action. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est sentir qu'on est responsable, mais qu'on n'a pas de pouvoir d'agir en communication. C'est particulièrement frustrant. Donc, en équipant les gens, puis en leur donnant la responsabilité, on est capable de les amener à le faire de façon concrète. Merci, Marie-Michel, pour ça. J'ai envie de poser la question suivante. Est-ce qu'une culture de communication doit changer avec
un changement au niveau du leadership? Est-ce qu'un nouveau ou nouvelle PDG peut ou doit changer une culture de communication? Est-ce qu'on recommence à zéro à chaque fois? Parce que ça arrive, des changements de leadership. C'est les styles plus qui changent, absolument. Oui, bien, dans certains cas, il n'y en a pas de culture de communication dans de nombreuses organisations. Pour ne pas nommer, mais Hydro-Québec a vu un gros changement. Ça n'a pas nécessairement bien passé. Bon, il y a eu toutes sortes d'enjeux autour de ça. Mais après ça, tout est une question, et oui, un style de leadership, puis de communication, mais il faut développer le réflexe de communication, puis l'instaurer, puis aussi peut-être un peu dédramatiser. C'est quoi communiquer? Hein? Ça ne veut pas dire là, être tout le temps sur un stage à donner une conférence. Ça veut dire de bien préparer sa communication, penser à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut le dire, quand. Comment on va le communiquer? Ce n'est pas juste de la communication orale. Il n'y a pas juste un canal pour chaque message non plus. Puis ensuite, ben, le comment, le pourquoi. Le pourquoi on communique. Est-ce que c'est nécessaire de communiquer tout le temps? Je pense qu'il faut travailler sur une communication efficace, de qualité, et non nécessairement de la quantité pour inonder les ondes puis faire ce qu'on appelle du noise. Du bruit Du communication. bruit, exactement, c'est ça. Mais tu sais, même moi, avec ma famille, je leur apprends les 5 W plus le pourquoi. Hein? Donc, même quand on soupe ensemble, OK, tu recommences, dis-moi le contexte. Pourquoi tu me parles de ça aujourd'hui? Qui est impliqué? Comment? Donc, c'est des réflexes que j'essaie d'inculquer tôt. Puis la même chose avec des réunions d'équipe au sein de l'agence. Présente ton projet rapidement, c'est quoi qui s'en vient. Donc, c'est un peu la même chose. Des réunions d'équipe, c'est de la communication aussi. Être capable de demander de l'aide au sein d'une équipe, d'expliquer des choses, d'avoir un échange d'idées. Tout ça, c'est bâtir une culture de communication au sein d'une organisation. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté des transformations, des contextes, les modes de travail. Est-ce que les cultures de communication ont changé depuis La pandémie? Oui, absolument. La pandémie? L'éléphant dans la pièce. Est-ce que je peux sauter sur Bien celle-là? sûr. Bon. Tu l'as mentionné tantôt, il n'y a rien comme le face-à-face. Oui. Rencontrer quelqu'un, connecter, échanger, même juste le ton. 80% de la communication est non-verbale. Et non-verbal. Puis tu te dis pas un expert de la com. Bon, je connais des statistiques. Mais c'est ça qu'on a perdu. Et évidemment, avec le présentiel, il y avait un tas de petits détails informels qui se créaient dans l'ascenseur, à la machine à café, des espaces partagés, des problèmes qu'on règle. Photocopieuse. La photocopieuse, le truc qu'on réglait dans le cadre de porte en disant « Ah, j'ai vu que tu étais là, je peux-tu te parler un instant? » L'apprentissage d'un métier. Moi, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Je suis heureux que j'étais dans un endroit où je pouvais côtoyer. Mais là, aujourd'hui, celui qui commence, là, puis qu'il travaille moins souvent avec les gens, c'est plus difficile à apprendre parce que tu regardes les autres faire, puis si tu n'es pas nécessairement à côté, ça, c'est plus difficile. Je veux pas t'interrompre. Non, mais je pense que c'est exactement la même chose, peut-être en milieu éducatif. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait le contact, la présence. Est-ce que je peux vous parler après le cours? Puis maintenant, c'est est-ce que vous pourriez ouvrir votre caméra, s'il vous plaît? Parce que je ne veux pas avoir l'impression de parler à un mur. Alors, la technologie a permis de mettre en place toutes sortes de rituels. Du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés en ligne, puis ça a sauvé les meubles pour bien des gens. Mais il y a une force de l'informel qu'on ne peut pas forcer, mais qui existe, puis qui est démontré dans la présence, puis dans l'esprit d'équipe qui se bâtit avec la connaissance. Ah, tu n'as pas l'air de filer, ça se dit bien mieux en personne. Il y a quelque chose qu'à travers un écran. Un câlin virtuel, même si ce n'est pas tant dans le milieu du travail. Mais la culture peut inclure, on se soucie de nos collègues, on pose la question, on s'assure que tout le monde va bien. Ça aussi, ça en fait partie. En début, dans mon introduction, j'ai parlé d'un concept qui est intangible comme culture de communication. Puis en vous écoutant, j'entends aussi culture d'entreprise, culture organisationnelle. C'est quoi la différence entre une culture de communication, une culture d'entreprise et qu'est-ce qui alimente quoi? Une culture d'entreprise ou organisationnelle, c'est sûr que c'est l'aspect central de l'organisation. Ça va être un élément central de son développement et son évolution dans le temps. Moi, dans mon secteur, on parle beaucoup de culture philanthropique. Hein? Fait que culture philanthropique, c'est d'avoir une habitude à l'interne, des réflexes qui poussent le personnel et les parties prenantes à
toujours avoir en tête l'aspect philanthropique qui est important pour le financement de l'organisation, de l'institution. Hein, ici, il y a un bureau de développement à l'Université de Montréal. Il y a des employés qui sont dédiés au développement philanthropique. Le vice-recteur au développement fait partie du comité exécutif de l'université. C'est intégré dans les universités canadiennes, surtout américaines, le fait qu'il y a une culture philanthropique. Hein. C'est comme ça qu'une université va se démarquer. Hein, parce que les universités sont financées, c'est toutes des universités publiques qu'on a au Canada, ce qui fait une différence avec une université qui peut aller chercher les meilleurs chercheurs, donner les meilleures bourses, les meilleurs équipements. C'est souvent les donateurs qui vont pouvoir majorer le financement public puis permettre à l'institution, à l'organisation. Fait que quand la culture interne au niveau de la gestion, ça part du leadership jusqu'aux gens qui donnent les services, cette culture philanthropique-là est en place, bien, c'est certain qu'on a beaucoup plus de succès, on est beaucoup plus prêt à communiquer avec nos donateurs. Puis l'approche donateur, c'est vraiment centré sur les donateurs. Tout est centré. Quand on a une culture philanthropique, c'est qu'on est centré sur les donateurs. Et quand on a une culture philanthropique, si on fait des campagnes de financement ou des mouvements de financement, on commence toujours par l'interne. Nos parties prenantes à l'interne. Les professeurs, les étudiants sont mis à contribution souvent dans les universités. Les associations étudiantes sont rencontrées avant qu'une campagne se déploie à l'externe. Aller voir les anciens ou les diplômés. L'interne va... Puis ça démontre une culture philanthropique. C'est pas nécessairement les montants qui sont importants, c'est une participation à l'interne. Fait que ça, c'est une culture organisationnelle, mais axée sur le développement financier, qui est la philanthropie. Mais la culture organisationnelle, ça va dépendre de l'organisation, du secteur d'activité de l'organisation. C'est plus ça qu'on garde, parce que ça va une culture organisationnelle d'un bureau d'avocat, ça va être très différent d'Hydro-Québec. Mais ce qui est intéressant, j'ai noté plusieurs éléments, mais tu as mentionné, entre autres, au niveau de la culture philanthropique, qu'on va pousser à l'intérieur. Mais pousser, pour moi, ça veut dire communiquer. Donc, on va pousser de l'information, on va informer, on va vouloir les outiller. Donc, c'est ça qu'on va vouloir faire. C'est un dialogue. Il va avoir ça. C'est toujours aussi. une question de perception. Pour comprendre tes publics cibles, il faut que tu comprennes comment ils perçoivent ton message. Fait que c'est toujours on va être en mode écoute. Puis en philanthropie, contrairement à en relation publique, externe, plus unidirectionnelle, où on pousse l'information, il y a toute la reconnaissance. En fait, il y a quelqu'un qui fait un don, donc qui se commet, qui communique son engagement financier, philanthropique, de valeur pour une organisation. Parfois, il veut être reconnu, parfois, il ne veut pas être reconnu, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. De faire donc des dons anonymes, donc de ne pas vouloir de reconnaissance publique, ce qui est moins le cas, de moins en moins le cas, puis complètement différent avec la commandite, qui là est vraiment un échange commercial de marque, donc on appuie, donc toute la responsabilité. C'est beaucoup plus que la responsabilité sociale corporative aussi, c'est un engagement communautaire. Donc ça aussi, c'est communiquer, qu'on s'engage. Donc il y a tellement de communication qui se fait en ce moment, en 2026, dans l'espace public, qu'on oublie beaucoup la rétroaction. Ça, c'est un élément important en communication interne, communication dans les organisations, qui est centrale à toute une démarche de création, de culture organisationnelle aussi. La communication peut en être une, mais il y a tout plein d'éléments. Puis, selon les organisations, leur secteur d'activité aussi va être plus ou moins important. Donc, c'est à géométrie variable, mais ça doit devenir une fonction. C'est le point central de la communication. Puis, à vous entendre, on a vraiment une variété d'expertise au niveau OBNL, grande entreprise, plus petite entreprise, mais ça se peut dans tous les types d'organisations, peu importe la taille, puis ça part certainement pas juste, ça peut partir du haut, mais ça vient aussi du bas. C'est vraiment un balai, en fait. Il faut trouver le lien. Si ça ne connecte pas entre ce qui se passe sur le terrain puis en haut, ça fonctionnera. Tout le monde a entendu l'expression « il faut que les bottines suivent les babines ». Bien, c'est le test de la crédibilité dans la communication entre ce qui est dit en haut. Est-ce que c'est vu dans les décisions d'affaires, dans les comportements des gens? L'exemple du sondage dans la rétroaction, ça en est un gros. On demande aux gens « dites-nous qu'est-ce qui ne va pas ». Puis après, on n'en entend plus parler pendant 1 an. Ouais. Dites-nous ce qui ne va pas, c'est important. Je fais tout ça encore, moi. Alors, le désengagement est un risque énorme à ce moment-là. Mieux vaut fermer une boucle de rétroaction, quitte à dire,
on a des moyens limités d'agir sur votre irritant que de ne jamais revenir, parce que là, il y a un désengagement. Ça donne quoi? On ne m'écoute pas de toute façon. Et là, comment on rattrape celui-là? Julie, tu mentionnais... Le pire, c'est de ne pas boucler la boucle. Exactement. C'est tout le temps ça. Puis ça, c'est notre combat quotidien en agence, hein, puis en service conseil, c'est d'aller jusqu'au bout. Eux, ils veulent faire des tactiques. Ouh, c'est le fun, communiquer. Ouais, mais il faut que tu le planifies, il faut que tu le communiques, il faut que tu l'évalues, il faut que tu l'optimises, il faut que tu continues à communiquer, puis que tu évalues ton succès au bout pour arriver à... Est-ce que j'ai bien atteint mon objectif? Oui, je continue. Non, je passe à un autre message. On a atteint le niveau d'engagement, d'influence qu'on souhaitait. Donc, après ça, on tombe dans une autre phase de communication. Mais au sein des organisations, puis pour revenir à ton en haut et en bas, il y a un titre d'emploi que je n'aime pas, qui est agent de communication, mais qui, agent, le mot, ça a une symbolique quand même. Il est là pour aider à la communication puis faire circuler l'information entre le boss, que tu ne passes pas ton temps comme gestionnaire à dire « Hey, communique », mais quand tu y penses, oui. Mais donc, c'est oui, tous ces agents-là de communication. C'est comme dans des méthodes Lean, Sigma, où tu as des champions, des choses comme ça. Bien, ça devrait être la même chose en communication. Mais on préfère aussi le terme agent de communication parce que dans la communication, tu as la boucle de rétroaction versus agent d'information. Puis là, ça serait vraiment du haut en bas. Ouais. Donc, on préfère la terminologie agent de communication. Et si je vous suis, dites-moi si je suis dans l'erreur, si on ne communique pas, on ne peut pas mobiliser les équipes. Puis si on ne mobilise pas, bien, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, peu importe qu'ils soient des objectifs philanthropiques ou autres. Objectifs organisationnels. Est-ce que je vous suis jusqu'ici? Oui. C'est pas mal perspicace. Donc, Julie, as-tu un exemple de culture de communication qui a été très forte ou faible? Puis, en fait, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous, alors pensez-y. Vraiment un exemple d'une culture de communication qui est forte et ou autre, et c'est à votre discrétion, le choix. Vous n'êtes pas obligé de nommer. Hein? Non, mais je dirais que de manière générale, les institutions publiques, donc tout ce qui est gouvernemental, le niveau est très, très bas. L'engagement, du fait peut-être de la syndicalisation, d'un manque de culture aussi, de communication, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui circule, là. Tu sais, c'est de même, là. C'est d'un bureau d'attitude, là. Des exemples, des beaux exemples. Je pense qu'il y a des belles fondations à Montréal qui font un très, très bon travail de communiquer. On parle de Centraide ou de plus petites fondations, Holo, que je trouve qu'il y a un super beau brand, des beaux messages, une directrice générale qui croit, c'est pas un client, by the way, là, mais je trouve que c'est un bel exemple de comment bien mobiliser toutes ces parties prenantes, communiquer régulièrement, être efficace, atteindre ses objectifs, avoir une variété d'actions de communication également. Oui, mais il y a une direction générale stable depuis très longtemps. Ça, c'est sûr que c'est un facteur décisif dans le succès de cette organisation-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas tout le temps, là. Ça dépend, je pense. D'autres bons exemples? Ou de mauvais? Ben, de mauvais... De bons, disons les bons. Ben, les bons... Il y a moi, je vais regarder ceux qui réussissent en philanthropie. C'est garant souvent de leur communication interne. Surtout quand la culture organisationnelle est une culture philanthropique assez forte. Là, quand je regarde la Fondation de l'Hôpital Juif de Montréal, là, les parties prenantes sont toujours mobilisées. Là. Les anciens membres du conseil d'administration de la Fondation sont tous des membres de la Fondation. Ils viennent à l'assemblée annuelle, ils sont des centaines. Il n'y a pas grande fondation que l'assemblée annuelle des membres va réunir autant de gens. Et tu le vois aussi au niveau universitaire, tu sais, les conventums, garder le lien avec les diplômés, plus on est capable de cultiver cette relation-là avec les étudiants qui deviennent des diplômés, plus tard, ils viennent faire des panels comme Julie, ils vont faire des dons ou ils vont être actifs auprès de la mission de l'organisation. Fait que ça, c'est des beaux exemples. Un mauvais exemple,
la Société de l'assurance automobile dernièrement. hein. Et c'était un déboire informatique, mais communicationnellement, Crise. ils ont creusé le trou encore plus. Fait que tu vois qu'il y avait une crise de leadership, une crise à l'interne au niveau des communications. Puis ça partait de la gouvernance, là, on le sait. Là, de plus en plus, le rapport le confirme de l'enquêteur. Fait que c'est le conseil d'administration aussi là, qui faisait des choses en catimini. Et c'est vrai que le réflexe au secteur public, parce que dans le passé, l'information, c'était le pouvoir. hein. Et dans le secteur public, souvent, il y avait plus de cloisons qui séparaient les départements. Puis, ils ont des obligations, veut pas, de confidentialité que d'autres organisations n'ont pas. Fait que mettre en place une culture de communication, c'est plus difficile dans le secteur public parce qu'ils ont des lois qui les encadrent, puis il y a des règlements assez restreignants. Mais malgré tout, ça devrait être un effort consciencieux qui est fait dans ces organisations-là. Mais c'est la fierté aussi de travailler. Oui. Moi, celui-là, c'est mon ça. exemple. Je voyageais avec quelqu'un et j'ai été témoin de quelque chose dans un lobby d'aéroport où quelqu'un s'est fait interpeller parce qu'il portait le logo de son entreprise par un autre voyageur qui lui disait « Vous êtes rien qu'une gang de... » Et non seulement la personne a désamorcé, mais a pris les coordonnées de la personne et a passé comme la prochaine demi-heure à dire « Attendez, je vais vous trouver quelqu'un. » Wow. Et moi, ça, là, je me dis, hey, ça n'a pas de prix, un employé qui est prêt à faire ça. Il aurait pu se sentir, ben là, écoutez, c'est pas moi. Plus attaqué. Attaqué ou il a dû, ben, écoutez, là, il y a un bout, là, c'est pas ma se job, détacher. c'est pas mon département. Ben oui. Mais non, c'était sa marque. Donc, laissez-moi voir, je vais vous trouver quelqu'un, appelez telle personne. Et je trouve qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'engagement d'un employé qui y croit. Il va devenir un ambassadeur auprès de sa famille, mais aussi auprès d'un parfait étranger qui l'a accosté de façon pas très positive en partant. Fait que moi, je pense que si ça, c'est accessible, il faut imaginer les efforts qui ont été faits à l'interne pour que cette personne y croit si fort. Alors, ne jamais négliger le pouvoir de la marchandise avec le logo pour pouvoir le porter, parce que si l'employé décide même de porter peu importe, là, sa pièce de vêtement pour voyager ailleurs, il n'est pas obligé, on fait un choix, on porte le logo, on porte l'image, on est ambassadeur. Plusieurs éléments, tout ça est intéressant. Ce que j'entends, c'est les liens, de garder les liens. Et avec tout type de partie prenante, ça s'entretient. C'est des relations, en fait. Donc, ce n'est pas juste une fois par année parce qu'il faut le faire. Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont venir d'année en année et même rester attentifs à ce qu'ils vont recevoir? Pourquoi ils vont lire le courriel dans une boîte de courriel où il y a tellement de bruit? Ils vont choisir, par exemple, de cliquer, d'ouvrir, de lire et de participer ultimement à un événement. Tout ça, super intéressant. On parle de culture de communication dans la fonction publique, avec peut-être qui est un peu plus opaque de par les structures, de par le type d'organisation, mais on parle d'un besoin de transparence qui évolue au niveau des parties prenantes. Donc, comment on concilie ça? Puis, est-ce qu'on peut tout dire? Non, on ne peut pas tout dire. Ça ne veut pas dire de faire de la propagande que de choisir. Ça ne veut pas dire qu'on retient de l'information aussi. Nous, on fait beaucoup de rapports annuels d'organisation. Puis là, ils nous disent toujours « Ah, mais on met-tu les états financiers? Pas comme tel. Non, mais par contre, identifier tes revenus, tes dépenses pour montrer une bonne gouvernance, ça, c'est important pour un donateur, pour un investisseur, pour quelqu'un qui a envie de devenir bénévole dans ton organisation, même pour un employé. Moi, j'ai déjà eu des surprises à aller travailler dans des organisations où on me disait que la santé financière était super bonne, puis tu arrives, puis ils sont 90 000 de déficit, puis toi, il faut que tu ailles chercher de l'argent, en plus de communiquer la mission, de mettre de l'avant, de faire rayonner l'organisation. Tu sais, ça devient un petit peu plus difficile dans ce temps-là. Mais comme élément de transparence, oui, c'est sûr. Puis tout finit toujours par se savoir. Donc, les choses qui sont trop graves, moi, on fait beaucoup de gestion de crise, gérer, aller au-devant, s'assurer d'avoir le bon message, de calmer le jeu rapidement. Ça, c'est la base en communication. Donc, ça ne veut pas dire d'ouvrir tout son livre tout grand ou sa porte, mais du moins de montrer qu'on est proactif. Je pense qu'il y a un écart de tolérance au risque entre les équipes qui sont impliquées, disons, dans la première ligne et les directions qui ont d'autres objectifs et autres préoccupations d'affaires. Évidemment,
je pense que la transparence, c'est un peu comme la tarte aux pommes. Personne n'est contre. Mais à trop vouloir, des fois, on manque un petit peu le fil conducteur. L'employé a besoin d'avoir l'information pour bien accomplir son travail. Le reste pourrait le distraire, l'amener à se poser d'autres questions, s'inquiéter. Et est-ce que ça a une valeur dans l'échiquier de ce qu'on essaie d'accomplir? C'est pour ça que des fois, la retenue va aider. Mais ça ne veut pas dire cacher. La transparence, c'est comme une porte qui s'ouvre tranquillement. C'est pas mentir, ne C'est pas ça. tout Non, dire, non, c'est pas ça. C'est juste... Non plus, c'est de fournir l'information dont nos fur et à parties prenantes ont mesure. besoin. Oui. Puis des fois, ce qu'on connaît aussi, bien sûr, pour en étant rassurer. conscient même du niveau, peut-être la capacité d'absorption de chacun d'entre eux, là. Ça me ramène vers la consultation, parce que oui, la communication veut dire rétroaction, on veut écouter. Est-ce qu'on veut toujours écouter? Est-ce qu'on veut toujours être exposé aux résultats? Puis si on consulte, on crée des attentes, donc il va falloir revenir. Est-ce qu'on n'oublie pas parfois de revenir vers... On consulte, on demande, on va les sonder, on demande du temps, mais des fois, la boucle, notre même rétroaction ne se fait pas à l'inverse. Oui, bien, tu sais, dans une bonne communication, tu as 3 éléments. Timing, canal, message. Si tu en as un qui est off, ça ne sera pas super. Fait que oui, des fois, c'est bien de retourner, mais des fois, c'est d'écouter puis de prendre une décision. L'inaction, le manque de prise de décision font qu'il y a tellement de communication. C'est une ratée. communication, ça. Oui, aussi, oui, ne pas communiquer. Pas parler, c'est pas communiquer d'une Oui. façon. Oui. Pas faire confiance en la communication aux gens qui te proposent des messages aussi, à ton équipe interne, trop attendre. Donc là, ça crée d'autres situations. Il ne faut pas réagir trop vite, mais il faut... tout est une question de dosage. C'est pour ça aussi que, oui, la communication doit être une fonction, mais qu'il y a des expertises aussi dans chaque organisation pour aider les gestionnaires à prendre des bonnes décisions, puisqu'eux sont des experts de leur domaine. Mais nous, on est là pour communiquer, trouver le bon angle, à qui on parle, le meilleur moyen, quand, le timing, canal, massage. Oui. Comme interne, moi, je suis comme vraiment vendue à l'idée de boucler la boucle tout le temps, justement pour éviter le désengagement. Mais des fois, ça veut dire aller dire des choses qui ne sont pas super le fun. Vous avez été temps à nous dire que c'était le problème. Je n'ai pas les moyens de le régler. Ça arrive, là. Ça prend un certain courage d'être capable de faire face à la musique puis de s'exposer au feedback qui va venir de ça. Mais je pense que les gens l'apprécient parce qu'on leur explique, on leur donne la capacité de comprendre. Mais il peut participer à une solution. En même temps. Absolument. Et souvent, c'est de là qu'elle va venir la piste. Si ça ne passe pas par l'argent, ça passe par les gens. Puis on parle d'authenticité, beaucoup encore là, en termes de besoins, d'attentes. Puis si on ne le dit pas, si on ne la boucle pas, même si des fois on a des moins bons résultats, bien, ça se peut aussi qu'il y ait des fuites vers l'externe. Donc, qu'on le veuille ou non, si nous, on ne l'adresse pas à l'interne, on a vu des résultats de sondage fuiter, pour ne pas nommer certaines grandes organisations. Et c'est là où, dans le fond, les parties prenantes internes ne sont pas dupes non plus. On peut projeter une image au niveau de l'externe qui est vraiment positive, favorable, mais si le contexte, le climat interne, c'est moins positif, bien aussi, on va se le faire dire d'une autre façon. Jean-Nicolas, de par ton expertise philanthropique, as-tu un exemple où il y a vraiment eu un manque d'alignement entre la culture de communication et les besoins des donateurs, puis il y a eu vraiment peut-être un petit clash à ce niveau-là? Ah, ben ça arrive fréquemment. Oui, souvent, on va avoir le même canal timing pour tous nos parties prenantes. En collecte de fonds, un des aspects les plus importants, c'est la segmentation, parce qu'on doit opérationnaliser des relations. Et quand on a des milliers de parties prenantes à entretenir, des relations avec des donateurs, entre autres, si on ne segmente pas, puis on ne développe pas des stratégies et des moyens de communication pour chaque segment, on risque de ne pas pouvoir évoluer dans notre progrès financier. Comme exemple, souvent, une organisation va communiquer de la même façon avec tous ses donateurs, puis ils ne sont pas capables de mettre en place un programme de dons majeurs qui va vraiment décoller. Un programme de dons majeurs, par la nécessité, c'est vraiment dans ta segmentation au haut de ta pyramide.
Et habituellement, c'est là que tu as le moins gros volume de donateurs. C'est comme une entreprise où il y a des gros clients. Hein? Il va traiter ses gros clients d'une façon un peu plus personnalisée. Il va avoir des rencontres face à face avec le leadership de l'organisation plus régulières. Il va avoir de la rétroaction, puis il va même avoir un agent qui gère un portfolio de relations. Hein? Et dans ce portfolio de relations-là, il va développer une stratégie communicationnelle pour chacun de ses donateurs avec lesquels il doit interagir. Et une stratégie d'intendance aussi, parce que la relation est sur le long terme. Et ça, c'est l'erreur souvent dans les organisations. Une organisation, au niveau de sa gouvernance, ses employés, va avoir du roulement. Hein? À l'Université de Montréal, ça fait des générations qu'elle existe. Et un hôpital Sainte-Justine à côté, ça fait aussi des générations. Fait qu'il y a eu des gens qui ont passé là. Et si la culture communicationnelle et la base de données de relations qu'on a avec la documentation qu'on garde sur ces relations-là n'est pas bien mise en place, on va échapper des relations. On va faire des erreurs communicationnelles. Quand on apprend à connaître nos donateurs ou nos parties prenantes, mais on apprend à connaître ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas au niveau communicationnel. Chacun est un peu différent. Il y en a qui n'aiment pas les courriels, il y en a qui veulent du papier. Et ça, dans une culture organisationnelle qui va avoir la communication centralisée, le CRM qu'on appelle le gestionnaire des relations comme ça va documenter tous ces éléments-là communicationnels qui sont importants de garder pour la relation à long terme avec l'institution qui va aller au-delà de notre emploi souvent. Comme exemple, j'aime mieux donner des exemples positifs. Quand j'étais à l'Université McGill, j'étais en charge de tout le portfolio corporation et fondation pour l'ensemble de l'université. Puis à l'époque, on a confirmé un don de 200 millions de M. McBain, qui était un diplômé. Mais M. McBain, son premier don était 25 $ en 1980 quand il a gradué 2 ans après. La relation a été maintenue par des équipes différentes pendant 30 ans. Et ça amenait un don de 200 millions. Fait que vous voyez comment c'est important pour l'institution et l'organisation. Et là, les parties prenantes, plus on descend dans l'échelle, les communications vont être plus objectives, moins personnalisées, mais ils vont quand même avoir des objectifs bien précis. Engager les parties prenantes avec un plus gros volume de personnes qu'on essaie de rejoindre. Mais mesdames, justement, merci Jean-Nicolas pour ça, pour peut-être faire un lien. Là, il y a la segmentation, mais comment on fait dans même des grandes organisations pour un peu satisfaire tous? Il y a un niveau plus macro-organisationnel, après on dépend de nos gestionnaires, mais comment on fait pour répondre à tous ces besoins-là qui sont tellement différents? Les besoins de chacun, on ne parlera pas de la pyramide de Maslow, mais nos besoins sont bien sûr différents. Bien, briser les silos, c'est très important dans les organisations pour que les informations ne circulent pas juste de haut en bas, mais en largeur, horizontalement aussi. Mais encore là, renforcer le besoin de comprendre ses publics cibles, de documenter des comportements. Bon, c'est sûr, dans des entreprises, chaque équipe de travail, c'est gestionnaire, donc on comprend un peu plus comment ça fonctionne, tu sais, à l'interne. Des donateurs, d'avoir un responsable de CRM qui segmente, qui comprend la nécessité aussi de mettre ça de l'avant. C'est toute une entreprise là, que de mettre ça en place. Donc, quelqu'un qui... Puis souvent, c'est pas juste une personne. Puis, il ne faut pas non plus reléguer ça aux gens à comptabilité. J'en vois beaucoup de ça, des organisations dont ils choisissent le CRM ou le module de don en ligne en fonction de comment c'est facile à intégrer dans le système comptable. C'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Puis, il faut que tout soit bien aligné. Donc, prendre le temps, planifier. Donc, planifier, faire un plan. Tu ne peux pas être trop préparé dans la vie, même si c'est une page de plan, toujours à qui tu parles, qu'est-ce que tu leur dis, pourquoi tu leur parles là, c'est quoi les messages les plus importants, ça va être quoi peut-être les objections. Donc, pas juste être dans la joie. Tu sais, il y a toujours un downside, comme on dit, un côté un peu plus sombre dans la communication, dans lequel il faut se préparer. Puis ça, qu'on fasse de la vente, qu'on fasse de la sollicitation de dons, qu'on fasse des entrevues avec les médias pour faire rayonner notre cause, pour lancer une campagne de financement ou pour faire connaître un programme. Tout ça, c'est le même comportement, c'est de l'influence. On veut influencer les gens à agir, à poser un geste. Marie-Michel, j'ai envie de te demander, admettons, là,
qu'on on arrive en entreprise, en organisation, puis on constate qu'il n'en existe pas vraiment de culture de communication. On commencerait par quoi? Par ici. Par le cœur? Oui. Oh. Faut y croire. Faut y croire. Puis je pense qu'on est capable de convaincre les gens. Les problèmes de com, on les connaît. Il y a la surabondance d'informations. Les gens sont noyés dans un inbox à 200 trucs. Multiplication des canaux. Là. On est bombardé. Les courriels, Teams, un autre Teams. Texto, WhatsApp. Reviens au bureau qu'on puisse faire un Teams. Zoom. Donc, il y a une surstimulation. Il y a une place à l'humain, puis il y a une place pour être vrai. Puis tantôt, on parlait de transparence, authenticité, dire « j'aimerais vraiment ça, moi, qui ai une culture de communication, comment qu'on pourrait faire ça ensemble? » Ça part de la relation, une petite équipe qui va en influencer une autre, qui va en influencer une autre. Puis je sais que ça a l'air un petit peu... je sais pas, les grands principes de Kalinours, mais on est des humains. On est des humains, puis il faut partir de là. C'est une relation de 30 ans, là, ça ne s'est pas bâti en 5 secondes, puis c'est pas un courriel qui l'ont convaincu, c'est le lien entre deux personnes. Quand on fait de la formation pour la sollicitation, c'est ça. Le message des communications doit s'adresser au cœur. Hein, c'est l'émotion. L'émotion pousse à l'action. Le rationnel fait la décision. Fait qu'il faut toucher aux deux. C'est deux éléments importants parce qu'il y a une décision au niveau transactionnel qui se fait. Mais le premier élément, puis c'est aussi bon à l'interne aussi, engager les gens, c'est émotionnel. Hein? C'est les grands... Au marketing, c'est ça qu'on fait, je pense, au niveau communicationnel. On veut pousser les gens à acheter quelque chose, à consommer, à supporter une cause. Fait que le message, il s'adresse à l'émotion en premier lieu. Fait qu'il faut que les personnes aient un intérêt, un engagement par rapport au message qu'on a, selon moi. Faire attention avec les émotions, pas tomber dans trop non plus, là, tu sais, le disease of the week, là, tu sais, genre on n'est plus dans le temps de l'Oxfam, là, avec les petits-enfants avec des mouches d'en face ou, tu sais, adoptés ou des trucs comme ça. On est ailleurs, puis il y a tellement de communication. Toucher la tête et le cœur, c'est tout un défi. Souvent, c'est beaucoup plus facile de toucher la tête, puis comme porte-parole aussi, c'est plus difficile d'avoir cet équilibre-là, de trouver, parce que chaque porte-parole est à l'aise avec un type de données, d'informations plus qu'un autre. Des super bons porte-parole naturels, là, tu vas en croiser 1 sur 100 dans une carrière. Là. C'est ceux qui ont rien à apprendre, qui comprennent tous les messages, qui te livrent ça, puis qui ont ce pouvoir contagieux de faire agir les gens. Ça n'a pas de prix. Puis ça fait des miracles. Là, ouais. Et si j'ai bien compris, nos meilleurs porte-parole, ce serait nos employés. Oui. Ça serait nos parties prenantes internes. Toujours. Donc, Toujours. j'ai l'impression que c'est le début d'une discussion qui va se poursuivre à un autre moment, parce que c'est tout le temps qu'on avait ce soir. Mais assurément que c'est un sujet qui est important et toutes les organisations qui accordent de l'importance à cette fameuse culture de communication vont gagner tant au niveau des donateurs, tant au niveau de la rétention de la main-d'œuvre et autres. Donc, voilà, chers panélistes, c'est tout le temps qu'on avait ce soir, avant de passer à la période de questions, bien sûr. Donc, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, puis j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Merci. Oui, un immense merci, Mesdames Bourbonnière, Nadon, Villemer et Monsieur Marziali. Merci pour cette conférence enrichissante qui va nous suivre assurément dans notre quotidien, je pense. Maintenant, c'est à votre tour. Merci pour votre présence et votre écoute. Vous allez pouvoir prendre la parole. Vous voyez, il y a 2 micros. D'abord, d'excellentes questions pour le panel et d'excellentes réponses. Ah bon, merci. Vraiment très, très, très agréable. Je vais effectivement ramener ceci dans mon quotidien. Alors, ma question, c'est quelque chose qui habite un peu mon environnement de ce temps-ci au travail. Le fameux débat marketing-communication. Je sais qu'en philanthropie, je sens comprendre qu'on est beaucoup plus vers la communication que le marketing. Pour le mot que vous avez utilisé, il n'y a pas de produit à vendre, il y a une relation à bâtir. Oh, il y a des produits. Quand même. Produits philanthropiques. Oui. Bien, moi, je vois ça comme une relation. C'est moins populaire ici, mais ça se développe. Là, Oui, puis j'apprends. Grâce à Clara et Michel, j'apprends aussi. Fait que merci. Ma question, c'est comment on peut guider nos clients, mais des fois aussi nos relations d'affaires, à faire la part des choses entre ce que chacun apporte, dans la mesure où je pense qu'il y a encore beaucoup, puis
je ne m'attendais pas à autre chose, mais de mélange entre les deux. Puis pour moi, qui a fait sa carrière en communication, relations publiques, ça me paraît évident, mais je pense qu'il y a un rôle d'éducation de ma part. Fait que je suis venue me ressourcer sur ce fameux différenciation, oui, complémentarité, mais pour vous, comment vous voyez ces rôles-là quand vous faites appel à vos clients? Puis, Ouais, je dois répondre parce que je pense que c'est moi qui ai le plus de background marketing, là. Le marketing et la communication en 2026 sont pas mal tissés ensemble. Tu peux pas juste faire des relations publiques sans penser avoir une présence marketing, mais je dirais que la grosse différence, c'est la vente. En relations publiques, communication, on ne vend pas, on influence. C'est pour ça que la philanthropie entre plus dans ce spectre-là. On ne prend pas des commandes, là, ce n'est pas chiffré en termes... Nous, c'est pas ça qui va faire. Ce n'est pas une guerre de prix. Il n'y a pas de prix dans ce qu'on fait. Donc, c'est pour moi la ligne très importante entre la communication et la vente marketing. On fait beaucoup de plans de communication marketing parce qu'il y a beaucoup d'outils publicitaires qui maintenant servent à influencer, à faire des campagnes de sensibilisation, d'information, à éduquer sur des sujets multiples. Mais c'est plus, il y a tellement de canaux maintenant et les publics qui sont actifs. Avant, on était captifs de notre télé, on était captifs de notre poste radio. Mais maintenant, même les réseaux sociaux, c'est la publicité, il y a des embûches, il y a des obstacles. Les jeunes qui grandissent avec tous ces médias numériques aussi ne sont pas dupes. Ils voient que c'est du contenu promotionnel, ça ne les intéresse pas, ils ne cliquent pas. Donc, c'est très, très difficile de les joindre. Par contre, je pense qu'il y a des moyens peut-être plus traditionnels, puis on les oublie, ces moyens-là. Puis ça, c'est une grande difficulté de pratique en ce moment. Même les clients nous demandent « Ah, je veux une campagne Facebook. » Ouais, Facebook, c'est cute, là, mais c'est pas tout. Ça, c'est ta page Facebook. Ça, c'est Facebook. Ça, c'est l'Internet, puis ça, c'est l'univers, avec tous les moyens. tu n'as pas de budget, puis tu n'as pas de ressources, puis tu n'as pas de temps. Bien, c'est ça. Fait qu'il faut que tu choisisses, puis que tu détermines, puis que tu cibles, puis que tu analyses comme il faut au départ. Puis ceux qui me disent « Ah, on va skipper le planning, là, on va tout de suite... on va skipper une analyse, on va tout de suite tomber dans le planning. » Ben là... Fais-moi un poster. Oui, c'est ça. Oui. Fais-moi un poster. On a les mêmes défis. C'est ça. J'aurais d'autres questions, mais j'aimerais ça. Les questions sont tellement excellentes de notre animatrice, mais merci beaucoup. Merci. Et où Merci. Ça est là. Caché dans le décor. Moi, je voulais parler en termes d'investissement que ça demande aux organisations pour développer des campagnes de philanthropie. Tu sais, on regarde, puis j'imagine, je ne sais pas c'est quoi les tendances en ce moment, tu sais, organiser un gala pour aller chercher de l'argent, ça demande tellement de temps, ça coûte de l'argent. Puis finalement, au final, qu'est-ce qui reste? Comment les organisations peuvent faire aujourd'hui pour dire, bien, surtout quand on est des petites équipes, si on n'est pas des fondations comme l'Hôpital Juif ou même quelqu'un me disait que je pense que dans une institution, ils sont comme 25 personnes dédiées pour la philanthropie, ce qui est beaucoup, donc ce qui est, j'imagine, pas le cas de toutes les organisations. Ce serait quoi les moyens aujourd'hui qu'on pourrait prendre justement pour investir, développer des campagnes qui ne demandent pas autant d'énergie, d'argent, mais que la majorité des dons qu'on recueille puissent aller directement vers la mission? Et une deuxième question, c'est j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous pensez des campagnes de sociofinancement. Ça, c'est un moyen, justement, sociofinancement. Okay. Mais est-ce que c'est un moyen que vous pensez qui est bon encore? Parce que ça aussi, ça demande d'investissement. Ça dépend de l'organisation puis de vos objectifs. Pas magique. En collecte de fonds, la première chose, c'est qu'il faut établir les objectifs financiers qu'on a pour notre plan. Parce que c'est du revenu, puis on associe un budget à ça, puis des dépenses. Puis souvent, c'est des services quand on a une mission charitable. On émet des reçus d'impôts parce qu'on a une mission caritative. Fait que oui, on appelle ça le retour sur investissement, c'est ce que tu viens de mentionner. C'est combien on investit pour aller chercher un certain montant. Et ce qu'on va dégager en surplus, c'est ce qui va aller à la cause ou à la mission. Fait que l'événement bénéfice, c'est un réflexe souvent que les gens ou les organisations vont prendre parce que c'est facile à comprendre. Mais en réalité, effectivement, c'est beaucoup de temps et d'argent. Et pendant qu'on organise l'événement, on ne fait pas d'autre chose souvent parce qu'il y a une date butoir.
Puis là, si on a une petite organisation, il n'y a plus rien qui se passe. Une organisation qui va être en équilibre, petite ou grande, va avoir plusieurs programmes, à tout le moins 2 ou 3 programmes de financement. L'événement bénéfice, c'est une façon d'engager les gens parce que là, on les réunit ensemble. Ça a une fonction communicationnelle en même temps qu'une fonction de collecte de fonds. L'idée, c'est qu'elle soit le plus rentable possible. Fait qu'il faut planifier adéquatement, effectivement, puis ne jamais répéter annuellement juste pour répéter la formule. Il faut la reviser, essayer de l'optimiser. Toujours. Le danger, c'est d'avoir plusieurs événements bénéfices ou un événement bénéfice qui accapare l'équipe au complet. Parce qu'on ne peut pas se concentrer sur les programmes qui sont les plus rentables, qui ne sont pas l'événement bénéfice habituellement. Fait que ça va être le programme de dons planifiés, le programme de dons majeurs. Puis pour avoir des programmes en santé au niveau de dons majeurs et dons planifiés, il faut être capable d'avoir de l'acquisition de donateurs. L'acquisition de donateurs peut se faire lors d'un événement bénéfice, peut se faire sur du sociofinancement, peut se faire sur publipostage, sollicitation courriel, intervention au niveau des réseaux sociaux avec des influenceurs, des fois, qui vont rediriger vers le site pour que des transactions. Fait que c'est des stratégies qui sont mises en place pour avoir des donateurs qu'on va pouvoir identifier dans certains cas qui peuvent devenir des donateurs majeurs. Et après ça, bien, c'est vraiment l'investissement qu'on met dans la relation avec ces donateurs majeurs potentiels-là qui va faire le retour sur investissement le plus important. Personne n'est égal au niveau socio-économique. Il y a des gens qui ont plus de capacité que d'autres. C'est pour ça que notre système d'imposition fiscale, le fiscal, c'est progressiste. Ça veut dire que plus tu as de revenus, plus tu es imposé. C'est la même chose au niveau de la philanthropie aussi. Il faut s'adresser à des fois des gens qui ont des capacités de faire des dons assez substantiels pour pouvoir dégager justement un retour sur investissement qui va être profitable. Mais pour planifier adéquatement, ça prend votre objectif financier. C'est quoi que ça nous prend? Puis après ça, bien là, tu trouves les programmes, tu mets en place des programmes adéquats pour pouvoir atteindre l'objectif financier qu'on se fixe. Fait que la première chose, c'est vraiment la planification par rapport à l'objectif financier. C'est la première chose à regarder. On est là-dedans. Marie-Michel et moi, on courtise un client en ce moment pour une campagne complète, 10e anniversaire, donc une belle occasion de célébrer 10 années d'impact, beaucoup de réalisations. Mais oui, l'objectif, super important. C'est difficile pour les organisations de se commettre. Souvent, ils ont peur. Mais après ça, il y a des règles aussi pour des événements. C'est $1 investi doit en ramener minimum 4. Il y a des coûts pour que ça demeure un événement bénéfice. Il faut que ça soit en bas de 30 % de coûts. Après ça, l'autre question du sociofinancement, c'est le fun, le sociofinancement, mais c'est du travail en titi. Pour en avoir fait quelques-unes de campagnes, ça demande beaucoup de planification. Tu ne lances pas ça tout seul en me disant « Ah, on va l'arroser une fois de temps en temps, puis ça va pousser des dollars. » Non, 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 non. Faut que tu aies tout un plan, il faut que tu aies des gens. C'est un gros investissement en ressources humaines et financières quand même, parce que pendant que tu vas exécuter ta campagne, tu ne seras pas en train de faire d'autres communications si tu n'as pas une équipe dédiée pour ça. Donc, c'est là aussi que tu évalues. Ah, est-ce que je vais à l'externe? Est-ce que c'est plus payant pour moi d'embaucher un consultant qui va réaliser ça pendant que mon équipe n'est pas déraillée de son plan, hein, et donc qu'elle continue sa communication parce que tu ne veux pas tenter de construire quelque chose là au péril du reste des fondations de ton organisation. Donc, ça, c'est toute une analyse à faire. Puis la prise de décision dans ce domaine-là aussi est importante. Il faut du temps pour lancer un événement, créer, mobiliser les gens. Tu les fais venir, là. Tu fais venir 400, 500 personnes pour célébrer une soirée unique. Bien, il ne faut pas juste que tu fasses « Ah, merci, bonsoir ». Non, non, il y a un avant, pendant, après ton événement. Puis ça, c'est ma petite marotte que je répète tout le temps, mais c'est hyper important. Les gens, là, ils se sont déplacés pour venir célébrer ton organisation, l'appuyer financièrement. Il faut qu'ils repartent avec une mission. Il faut que tu leur dis merci en reconnaissant leur présence, mais tu les convies à un autre événement l'année prochaine, à te suivre, à apporter la bonne nouvelle, là, peu importe, mais il faut qu'il y ait une mission.
Parce que c'est pas que de la philanthropie, des fonds, c'est de la mobilisation, l'événement. Il y a plusieurs objectifs. Merci. Je te sens que tu as le goût de renchérir. Non, je hoche la tête. Merci beaucoup. Merci. Voici ce qui conclut la 5e conférence de la série Les grandes rencontres de la Faculté de l'apprentissage continu. Diplômés, étudiantes et étudiants, collègues, panélistes et invités, un immense merci de votre présence et de votre participation active. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup.